Il a abstention. Oui, l'abstention, oui, c'est possible. Nous, on a travaillé, on a sorti un rapport vendredi sur Giorgia Meloni et les ressorts de son succès. En fait, ce que marque cet événement et la probable élection de Meloni, parce qu'en fait, Von der Leyen, c'est un tract pour Meloni. À chaque fois qu'elle s'exprime, Meloni gagne des voix, de toute façon. Je pense que ça acte la fin de l'Europe de Maastricht, auquel on fête le 30e anniversaire, et ça acte la fin de l'Europe allemande. Pourquoi est-ce que ça acte la fin de l'Europe allemande ? Parce qu'en fait, la politique allemande, notamment depuis après la crise financière et après la crise des dettes souveraines, a été de contraindre le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Et les classes moyennes et les classes populaires sont en train de se révolter. C'est ce qui s'est passé en France lors de l'épisode des Gilets jaunes. C'est ce qui se passe en Suède, c'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe en Hongrie, c'est ce qui se passe en Pologne. Et nous, on a étudié les différents sondages. Il est probable que l'Espagne tombe aussi et que la Finlande tombe aussi. Donc en fait, tous les pays sont en train de tomber petit à petit parce qu'ils contestent la politique économique de l'Union européenne qui est sous l'inspiration allemande et ils contestent la politique migratoire de l'Union européenne qui était sous l'inspiration d'Angela Merkel qui a accueilli des vagues migratoires sans le consentement des populations. Et en fait, ces peuples-là se disent l'Union européenne et la démocratie et les institutions et les décideurs publics tels qu'ils gouvernent actuellement nous conviennent pas, donc on va mettre des dirigeants forts pour contester les élites européennes et leur politique qui est menée. Ensuite, après, pourquoi est-ce que Meloni gagne au niveau national ? Il y a 3 raisons principales sur les indicateurs économiques, vague migratoire et la situation de la classe politique. Quand on prend les indicateurs économiques, personne n'en parle, mais le pouvoir d'achat, le revenu par habitant des Italiens a baissé depuis les années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Italien gagne moins qu'un Italien dans les années 2000, de 10% de moins. Donc ce n'est pas une stagnation. Et si en plus vous rajoutez l'inflation, etc., c'est-à-dire que le pouvoir d'achat réel des Italiens a baissé de 25, voire 30%. Et donc quand on met en situation, évidemment, les gens se posent des questions sur est-ce qu'il ne faut pas changer de dirigeant. Ensuite, il y a eu des vagues migratoires, c'est-à-dire qu'entre 2000 et 2022, l'immigration et le nombre d'étrangers a été multiplié par 5 en passant de 1 million jusqu'à 5,9 millions. Et après, la situation de la classe politique, dans la mesure où les extrêmes comme le mouvement 5 étoiles et la Lega de Matteo Salvini ont participé à la gouvernement d'union nationale sous Mario Draghi, et ce gouvernement a été discrédité et tombé. Et donc les Italiens se disent tous dans le même sac, et la seule qu'on n'a pas testée, c'est Meloni. L'Europe allemande, c'est l'Europe de Maastricht qui contribue à appauvrir les peuples. Laissez-moi vous dire que c'est faux. S'il n'y avait pas eu l'Europe, on n'aurait pas pu résister aussi bien pendant la crise sanitaire. S'il n'y avait pas eu l'Europe... C'est pas l'Europe. S'il n'y avait pas l'Union européenne... C'est pas l'Europe, c'est pas l'Europe. C'est le plan de relance. Mathieu Lefebvre, terminez, vous pourrez répondre. Mais le plan de relance qu'il a payé, monsieur, c'est les contribuables français, italiens, allemands qui l'ont payé. Mais il n'y a pas eu de plan de relance européen. Vous savez que l'Union européenne, c'est une contribution des États membres. Vous savez que vous êtes député Renaissance. Vous ne savez même pas qui a payé le quoi qu'il en coûte, c'est le gouvernement français. C'est pas le gouvernement européen qui a payé la relance. Il y a eu un plan de relance européen, que vous le vouliez ou non. L'assurance chômage partiel. Et le chômage partiel, c'est les Français qui l'ont payé. Oui, bien sûr. La petite quoi qu'il en coûte, ce sont les Français qui l'ont payé. Tous les mécanismes de stabilité, c'est le gouvernement français. Juste le développement de Mathieu Lefebvre, et je vous laisse répondre. Renaissance, vous devrez créditer Emmanuel Macron pour ça, et le gouvernement français pour ça. Je crédite féliciter l'Union européenne. Je crédite aussi l'Union européenne, pour vous dire le populisme anti-européen dont vous faites preuve, pour que ces pays mettent en cause... J'ai pas le droit d'interrompre ce monsieur. Les valeurs de l'Italie et les droits fondamentaux. Ça a été le cas en Hongrie, ça a été le cas en Pologne. Donc Bernard-Henri Lévy a raison de s'interroger. Mais je pense que vous devez demander à Emmanuel Macron prochainement d'étendre le chômage partiel parce que vous avez bientôt bénéficié avec une éventuelle dissolution. On verra, présentez-vous aux élections, monsieur. Ça vous fera du bien, mais je ne sais pas où que vous êtes, mais je vais peut-être vous rejoindre. Présentez-vous. Je vais peut-être vous rejoindre à votre circonscription. Non, je pense que le sujet essentiel, pourquoi est-ce que il y a une révolte des peuples et l'extrême droite est montée ? Parce que pendant trop longtemps, on a mené un même type de politique qui n'a pas fonctionné. Il y a M. Fauvergue qui dit « la France a des atouts ». Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous ne dites pas que l'Europe, dans certains endroits, ne va pas dans la bonne direction, notamment sur la question de l'électricité et du marché européen de l'électricité, qui a fait gonfler notre prix jusqu'à 1000 MWh, alors que la France, en coût réel, ne paierait entre 50 et 100 euros le mégawattheure. C'est-à-dire qu'on pourrait diviser par 10 la facture d'électricité des Français et des entreprises françaises. Personne ne le dit. La vérité, c'est qu'en fait, l'Union européenne est une belle idée, mais elle est dirigée par des mauvaises personnes. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'en fait, il faut continuer le projet européen, mais changer les dirigeants et changer la politique de l'Union européenne. Ensuite, après, sur l'Italie, nous, on a travaillé sur Giorgia Meloni. Et Meloni, contrairement à Salvini ou au mouvement 5 étoiles, elle s'est normalisée sur certaines prises de position. Sur l'économie, elle prend des prises de position qui sont économiquement libérales et c'est pour ça qu'il y a une grande partie du patronat italien qui la soutient, notamment en Italie du Nord, qui est plutôt industrielle. Sur la question européenne et sur la question de l'Ukraine, elle s'est proclamée anti-Poutine et pro-OTAN. Donc, contrairement à ce que dit Bernard-Henri Lévy, Meloni... Oui, mais ça, c'est son affaire à elle. Mais la question est posée sur Meloni et c'est Meloni qui va être présidente du Conseil de l'Italie
si par quelle elle gagne ce soir. Et donc, elle a tenu des prises de position qui vont plutôt dans le bon sens. La seule incertitude qu'on aura, c'est est-ce que ses alliés vont la diriger dans un sens ou pas en cas de changement. Les populismes anti-européens dont vous faites preuve, pour que ces pays mettent en cause... J'ai pas le droit d'interrompre ce monsieur. Les valeurs de l'Italie et les droits fondamentaux. Ça a été le cas en Hongrie, et ça a été le cas en Pologne. Donc Bernard-Henri Lévy a raison de s'interroger. Mais je pense que vous devez demander à Emmanuel Macron prochainement d'étendre le chômage partiel parce que vous allez bientôt en bénéficier avec une éventuelle dissolution. On verra, présentez-vous aux élections, monsieur. Ça vous fera du bien, mais je ne sais pas où ce que vous êtes, mais je vais peut-être vous rejoindre. Présentez-vous. Je vais peut-être vous rejoindre à votre circonscription. Non, je pense que le sujet essentiel, pourquoi est-ce que il y a une révolte des peuples et l'extrême droite est montée? Parce que pendant trop longtemps, on a mené un même type de politique qui n'a pas fonctionné. Il y a M. Fauvergue qui dit « la France a des atouts ». Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous ne dites pas que l'Europe, dans certains endroits, ne va pas dans la bonne direction, notamment sur la question de l'électricité et du marché européen de l'électricité, qui a fait gonfler notre prix jusqu'à 1000 MWh, alors que la France, en coût réel, ne paierait entre 50 et 100 euros le mégawattheure. C'est-à-dire qu'on pourrait diviser par 10 la facture d'électricité des Français et des entreprises françaises. Personne ne le dit. La vérité, c'est qu'en fait, l'Union européenne est une belle idée, mais elle est dirigée par des mauvaises personnes. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'en fait, il faut continuer le projet européen, mais changer les dirigeants et changer la politique de l'Union européenne. Ensuite, après, sur l'Italie, nous, on a travaillé sur Giorgia Meloni. Et Meloni, contrairement à Salvini ou au mouvement 5 étoiles, elle s'est normalisée sur certaines prises de position. Sur l'économie, elle prend des prises de position qui sont économiquement libérales et c'est pour ça qu'il y a une grande partie du patronat italien qui la soutient, notamment en Italie du Nord, qui est plutôt industrielle. Sur la question européenne et sur la question de l'Ukraine, elle s'est proclamée anti-Poutine et pro-OTAN. Donc, contrairement à ce que dit Bernard-Henri Lévy, Meloni... Oui, mais ça, c'est son affaire à elle. Mais la question est posée sur Meloni et c'est Meloni qui va être présidente du Conseil de l'Italie, si par quelle elle gagne ce soir. Et donc, elle a tenu des prises de position qui vont plutôt dans le bon sens. La seule incertitude qu'on aura, c'est est-ce que ses alliés vont la diriger dans un sens ou pas en cas de changement. Et c'est ça qui est souvent, s'il y a des blessés des deux côtés... C'est la police qui va prendre. Exactement. En général, on désigne la police. Non, c'est pour ça il faut changer... La violence de la police. Moi, je suis d'accord avec Jean-Michel Fauvergue qui dit que ce sont des fascistes de gauche, ce ne sont pas des antifas. Et après, il faudrait les qualifier, notamment sur le plan pénal, plus précisément. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Ils commettent des violences pour faire passer un message politique, que ce soit dans les manifestations ou en attaquant les meetings de Bardella ou les meetings ou les rassemblements de personnalités qui sont idéologiquement opposés à eux. Quand vous faites des actes violents pour porter un message politique, ça a un nom et ça s'appelle le terrorisme. Et donc du coup, je pense que pour lutter par rapport au problème qu'a dénoncé Jonathan Sicsou et Jean-Michel Fauvergue, il faudrait qualifier les antifas comme des terroristes qui permettraient aux policiers d'agir préventivement, parce que sinon, dans quelques semaines, avec l'éventuel retour des gilets jaunes, avec la crise énergétique, etc., on aura le retour des antifas. Les policiers diront on ne peut pas agir préventivement, on saura exactement qui c'est, on connaît les noms, mais on ne peut pas agir préventivement. Donc je pense qu'il faut agir au-delà du droit commun, les qualifier pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des terroristes, pour permettre de donner aux outils aux policiers d'agir efficacement et pour nettoyer les antifas des places publiques. C'est une forme de banalité de ces agressions indirectes, puisque là, ce ne sont pas les habitants, les riverains qui sont touchés, agressés, violentés, mais leur quotidien, parce que le dimanche soir, il y a ces agressions, ces attaques de bandes rivales. Le lundi matin, on veut partir travailler avec la voiture, et c'est pas possible. Il y a deux sujets dessus. Il y a un premier, c'est que les bandes se battent pour un contrôle du territoire dans les territoires perdus de la République. Ça veut dire qu'en fait, l'État a disparu. Et c'est désormais les bandes qui se font justice eux-mêmes pour savoir qui va avoir le contrôle opérationnel du territoire et afin de le contrôler. Et pour ça, il y a des batailles entre bandes. Souvent, ça cache quelque chose, soit des rivalités, soit parfois plus loin jusqu'au trafic de drogue et même parfois pour des règlements de compte. Et ça démontre quand même quelque chose. C'est-à-dire que dans un cadre normal, dans un cadre démocratique normal, normalement, quand vous aviez un différend avec une personne, vous portez cette affaire devant la police ou devant la justice. Et c'est-à-dire que ces gens la considèrent, même s'il n'y a pas des questions de territoire perdu de la République, parfois dans certains cas, c'est-à-dire que ces personnes considèrent qu'il vaut mieux aller se faire justice soi-même que de faire appel à la police ou à la justice, parce qu'ils n'ont tellement plus confiance en l'État qu'ils préfèrent se faire justice tout seuls. Et là, on arrive à quelque chose de grave, dans la mesure où on perd un des piliers de la démocratie, dans la mesure où, dans l'état de nature, on sacrifie une partie de notre liberté pour que ce soit un cadre commun qui le fasse. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième point que je vois, c'est que si par cas, on ne récupère pas le contrôle de ces territoires, ce sont les habitants d'abord qui vont payer, comme ça a été démontré. Ce sont des dommages collatéraux. Comme toujours, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vont se battre entre eux, et à chaque fois, ce sont toujours les mêmes, ce sont les habitants qui partent. Et malheureusement, comme le démontrait Christophe Guilluy dans
la France périphérique, c'est-à-dire que les habitants, souvent qui ne partent pas et qui subissent ces dommages-là, sont ceux qui n'ont pas des revenus suffisants, notamment pour fuir ces quartiers-là, pour habiter ailleurs. Et je pense que ce sont les premières victimes de ça et qu'il est impératif que l'État reprenne le contrôle de ces territoires le plus rapidement possible. Notre plateau va pouvoir réagir sur ce sujet en embouteillage. La difficulté, c'est que ça va être... Normalement, il faudrait dire la vérité aux Français et dire qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes dans 1 an ou dans 2 ans, dans la mesure où, en fait, on accuse un retard très profond depuis 1980. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette date ? En fait, on a fait gonfler l'État social. L'État social est devenu obèse et on a réduit l'État régalien. C'est-à-dire qu'on a mis la principale... Parce qu'en fait, ce qui se joue dans une politique et qu'on ne dit pas aux Français, c'est qu'en fait, l'argent public se fait tellement de plus en plus rare qu'on doit arbitrer entre les différentes causes. Et comme on met des priorités partout, et au final, en fait, on est bon nulle part. Et je pense que c'est là le sujet essentiel, et notamment c'est le cas sur la justice. Je ne dis pas que le gouvernement n'a pas de bonnes intentions, mais qu'en fait, on a un tel retard qu'il faudrait en fait doubler le budget du ministère de la Justice pour atteindre le niveau de celui d'un pays comme l'Allemagne. Et comment vous faites concrètement lorsque vous voulez doubler le budget du ministère de la Justice, et en même temps vous devez faire le bouclier tarifaire sur l'énergie, vous devez protéger les Français notamment sur l'essence, vous devez après mettre le paquet sur les violences conjugales, après vous devez mettre le paquet sur la transition énergétique, vous devez mettre le paquet sur le plan vélo. Le pouvoir d'achat dans un instant. Le pouvoir d'achat dans un instant. Donc les Français se disent quoi ? Ils sont prioritaires partout, donc on va se faire arnaquer. Et je pense que l'essentiel, c'est de fixer 2 ou 3 priorités et de dire on veut mettre le paquet dessus. Sur les moyens de la justice, il y a 3 priorités. Recruter des assistants judiciaires, augmenter les salaires et ensuite créer des places de prison. On marque une pause et on sait à la fin de l'abondance. Ces témoignages. Je pense que pour eux, ça n'a jamais été l'abondance depuis très longtemps. En fait, la classe moyenne française est le nouveau tiers-État. C'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'ils payent pour quasiment tout le système. Ils contribuent en hauteur, en pourcentage de déciles de façon beaucoup plus importante. Et quand vous prenez les déciles de redistribution, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des études qui ont été sorties sur quels déciles de population contribue plus et reçoit plus de la part de l'État, et c'est la classe moyenne qui contribue davantage qu'elle ne reçoit, et c'est pour ça que vous avez une révolte des classes moyennes. Maintenant, comment vous expliquer sur le fait que la classe moyenne ait échoué ? Il y a un paramètre qui est mondial et qui concerne les démocraties occidentales. Vous avez une courbe qui s'appelle la courbe de l'éléphant de Milot-Tesevich, qui explique que depuis la mondialisation et les délocalisations de l'appareil productif vers les pays émergents, le revenu des classes moyennes ont baissé ou ont stagné par rapport aux revenus des classes aisées et des classes inférieures des pays émergents. Ensuite, vous avez un deuxième paramètre, c'est que la France ne produit pas assez, tout simplement. Dans les années 80, le revenu par habitant des Français était supérieur à un Allemand et supérieur à un Américain, à un équivalent de 33 000 $ aux alentours. Aujourd'hui, un Américain, par tête, gagne 2 fois plus qu'un Français. C'est-à-dire qu'on ne produit pas assez. Et le véritable enjeu, c'est celui-là. Pour sortir la classe moyenne de cet échantillon, il faut que la France propose une politique de nivellement par le haut pour qu'on propose une remontation globale des revenus. Et contrairement à ce que les gens disent, il ne faut pas de politique de décroissance, de sobriété ou je ne sais pas quoi. Il faut faire une politique de croissance pour croître les revenus, pour que les Français travaillent plus, gagnent mieux leur vie et qu'on sorte sur une situation qui est très dangereuse. Parce que selon l'OCDE, il faut en moyenne 6 générations pour qu'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. C'est-à-dire qu'il faut 120 ans pour qu'un Français, qu'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. Et là, vous êtes dans une situation qui conduit à une potentielle révolte. La réaction de Jean-Michel Fauvergue dans un instant. C'est bien formulé. C'est bien formulé. Non, malheureusement, en fait, on pourrait en rire si ce n'était pas tragique. La difficulté, c'est qu'avec le classement que vous avez dévoilé dernièrement, notamment sur les villes les moins sûres vécues par les touristes, il est vraisemblable que là, désormais, Lyon va surpasser toutes les villes et va atteindre le sommet des classements en termes de sécurité grâce à cette grande décision de Grégory Doucet. Ça paraît comme vraisemblable. Non, je pense que la difficulté qu'on a essentiellement, c'est comment faire face à ces maires sectaires pour leur faire comprendre qu'il y a un enjeu de sécurité publique et il faut qu'ils se saisissent de ce sujet. Sinon, par cas, les électeurs peuvent se révolter contre eux. Parce qu'en fait, ce qu'ils jouent, et là où ils sont très habiles, les maires écologistes, c'est qu'ils vont dire d'un côté, écoutez, nous, on utilise l'argent qui est dévolu à la sécurité pour vendre tous nos fantasmes, les cours de théâtre, je crois que tu m'avais expliqué ça, ou je ne sais pas quoi, pour réinsérer les détenus, ou en tout cas toutes les fantaisies les plus possibles et les plus idéologiques, les plus doctrinaires. Et ensuite, après, ils vont dire quoi ? Ils vont dire s'il y a des problèmes de sécurité, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas envoyé des forces de police nationale de façon importante. Donc je pense qu'un des enjeux qu'on pourrait faire, plutôt que de mettre tout l'argent du contribuable pour uniquement protéger les grandes villes françaises, c'est de donner une compétence de sécurité aux maires pour que ce soit eux-mêmes qui soient en charge d'assurer une partie de la sécurité, pour que les maires soient désormais en partie responsables dans le cadre des élections et dans le cadre de leur mandat de la sécurité, et pour cas ils seraient jugés pour ça, et si par cas ils seraient mauvais, ils seraient battus pour ça, parce que tant qu'on n'arrivera pas à résoudre cette équation, le maire écologiste fera toujours la même chose, Grégory Doucet. Il va dire, ah non attendez, mais sur les forces de sécurité, sur les actes de délinquance, c'est la faute de Gérald Darmanin, c'est la faute de Manuel Valls, ou c'est la faute de je ne sais pas quel ministre de l'Intérieur, et nous on n'a rien à voir, et pendant qu'on déverse de l'argent public, eux mettront ça dans des cours non genrés ou des ateliers de désobéissance civile ou je ne sais quoi d'autre, et ils vont gaspiller l'argent du contribuable. Donc je pense
que le meilleur défi, c'est de leur prendre à leur propre jeu. On va leur donner la compétence de sécurité, comme ça ils sont responsables de ça. Et si par cas ils sont mauvais, les Lyonnais pourront les sortir. Ou peut-être aurait-il fallu demander aux Lyonnais, carrément.